Donc, je vais aborder avec vous, je vais essayer d'être bref, mais évidemment, la brièveté peut entraîner parfois peut-être certaines incompréhensions, certaines erreurs. Donc, je vais essayer d'être brève, concise et précise. On va tenter le coup. Donc, l'accompagnement des victimes de violences sexuelles par les services d'assistance, d'accueil, d'aide aux victimes de l'arrondissement judiciaire de Charleroi. Bien, tout d'abord, permettez-moi de présenter ces services, comme ça on y verra déjà un petit peu plus clair. Donc, il y a les services d'assistance policière aux victimes que que j'appellerai toujours SAPV, c'est la dénomination en abrégé. Il y a le centre d'aide aux victimes qui est un service un peu particulier mais qui s'apparente dans ses missions au SAPV. Il y a le service d'accueil des victimes au sein des maisons de justice, mais que vous trouvez plus particulièrement au niveau du palais de justice. Et il y a le service d'aide aux victimes au niveau de la région wallonne et qui est situé également dans chaque arrondissement judiciaire. Donc, les premiers services dont je vais vous parler et dont je fais partie, ce sont les services d'assistance policière aux victimes, les SAPV. Ils ont été créés, donc moi j'en suis la preuve, il y a 20 ans, plus ou moins. En ce temps-là, c'était encore la gendarmerie. Ils sont présents actuellement, puisqu'on a subi une réforme dans les années 2000-2001. Ils sont présents au sein de chaque zone de police. Donc, au sein de l'arrondissement judiciaire de Charleroi, nous avons 9 zones de police. Et présents au niveau de la police fédérale dans chaque, plus ou moins, arrondissement judiciaire du pays. Donc là, c'est moi la représentante. Ils sont constitués par 1, voire 2 au maximum, soit assistant social ou psychologue. L'exception pour une seule zone par un assistant de police, c'est l'ancienne dénomination. En fait, nous sommes du personnel qu'on appelait personnel civil, donc je ne suis pas un policier. Il est vrai que j'interviens dans certaines de leurs missions, mais je n'ai aucune de leurs compétences. Un assistant de police est à la fois la formation d'assistant social ou de psychologue et la compétence de police, donc a suivi la formation de policier. C'est ça la grosse différence et on verra que ça peut avoir une certaine influence lors de l'exposé. Donc, le mot barbare qui est là au-dessus, GPI 58, en fait, c'est la circulaire qui prévoit actuellement quelles sont les missions d'assistance policière aux victimes. Bien, d'abord, ce sont les missions des policiers. Nous sommes là en appui. La circulaire prévoit également au niveau des magistrats, donc au niveau de l'ensemble du système judiciaire, toutes les missions ou toutes les attentions dont les victimes, je dirais, doivent être la cible. Donc, moi en particulier au sein de la police fédérale et mes collègues au sein des zones de police, nous offrons, outre l'aspect de la sensibilisation, de la formation donc des policiers à leur mission à eux d'assistance aux victimes, puisqu'on insiste bien, il y a aussi la prise en charge derrière le fait judiciaire de l'aspect humain. Donc ça revient également aux policiers. Tout fonctionnaire de police, dans toute intervention, doit apporter une attention particulière à la situation que vit la personne. On verra que c'est pas toujours simple. Nous intervenons de manière aussi, on va dire, individualisée et spécialisée dans certains types de victimisation. Elles sont bien souvent évidemment complexes et aiguës et ça peut être une intervention de première ligne. Moi, au sein de la police fédérale, ce sont essentiellement les situations d'homicide, avec la police de la route, mais les accidents mortels, la police des chemins de fer, les suicides. Et c'est vrai qu'avec certains services comme les services de traite des êtres humains, TEH et autres, j'ai encore parfois, mais assez rarement actuellement, toutes les situations de violence et de violence sexuelle. C'était beaucoup plus le cas lorsque j'étais à la gendarmerie et que je travaillais avec l'ensemble des brigades au sein justement de l'arrondissement judiciaire de Charleroi, puisque c'était plus des services de premier accueil et de constatation. La police fédérale est plus un service spécialisé. Donc notre rôle est un rôle d'accueil, d'aide, d'accompagnement juridique, le cas échéant, surtout l'explication des procédures. C'est aussi un rôle de soutien psychologique et un accompagnement social dans certains types de démarches. Nous le verrons par après. Le centre d'aide aux victimes, en fait, c'est un peu un service d'assistance policière aux victimes. Sa seule spécificité, c'est qu'il a été créé dans le cadre de la ville de Charleroi. Donc, les collègues ne sont pas directement au sein du service de police, mais comme ça a été créé il y a aussi plus d'une vingtaine d'années, le fonctionnement est similaire par rapport au SAPV.
Et la seule chose, c'est que chaque service est compétent pour sa commune ou sa zone. Et moi, je suis compétente au niveau de l'arrondissement judiciaire de Charleroi ou même des autres arrondissements, puisque j'ai un niveau fédéral. Le service d'accueil des victimes au sein des maisons de justice, on dit plus souvent au sein du parquet. Leur rôle, en fait, c'est l'information sur les procédures ou sur la procédure, l'information de la victime sur le suivi vraiment de son dossier. Ce sont des intermédiaires, en fait, entre les victimes et les magistrats, et ils apportent également le soutien psychologique lors de certaines étapes de la procédure, comme nous verrons par après. Ce sont également des assistants sociaux. Le service d'aide aux victimes, qui est subsidié donc par la région Wallonne et qui à Charleroi s'appelle Espace Libre, est le plus ancien service qui existe en la matière. Il a été créé au départ, c'était l'aide aux justiciables, donc plus le côté auteur. Mais suite à des réflexions qui ont déjà commencé dans les années 70, qui ont abouti dans les années 80, il s'est créé également dans son sein un service d'aide aux victimes. Ce service est compétent pour tout ce qui est l'accompagnement psychologique, social sur le court, surtout sur le moyen et le long terme, puisque nous, en tant qu'SAPV, ne faisons souvent que le court terme. Ce service également a créé des groupes de parole, ici en l'occurrence pour la matière qui nous occupe, pour les femmes victimes d'agressions sexuelles. Donc il y a des groupes de parole et il y a évidemment des entretiens et des suivis individualisés. Alors en fait nos missions, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on vise en fait? On ne va pas supprimer, éliminer d'un coup de baguette magique le traumatisme, le fait qui s'est déroulé. Il s'est passé, on ne va pas savoir revenir dessus et l'éliminer. Par contre, ce dont il faut se rendre compte, c'est qu'il y a la victimisation secondaire. En fait, vous êtes victime d'être victime. C'est une victime au carré. Et ces conséquences, en fait, dans la victimisation secondaire, sont des conséquences souvent extrêmement lourdes. Je ne dirais pas plus que le fait en lui-même, mais parfois tout autant. Cette victimisation secondaire se marque notamment dans les conséquences physiques. Ça, on l'a abordé un peu en long en large ce matin. C'est assez clair, je pense, au niveau de médecins. C'est toutes les conséquences quand il y a une agression, toutes les conséquences au niveau du corps, au niveau des maladies qui peuvent être engendrées, au niveau de l'aspect physiologique et physique. Il y a toutes les conséquences psychologiques. Là, ça peut démarrer par une mauvaise prise en charge par un service de police, ça peut commencer aussi par une incompréhension de l'entourage, ça peut commencer aussi par un sentiment de culpabilité, parce que quand on ne trouve pas le responsable, bien souvent, l'être humain est tel qu'il déteste ne pas avoir de réponse à ces questions et il retourne sur lui souvent le sentiment de culpabilité, de responsabilité. Donc toutes ces conséquences psychologiques sont extrêmement traumatogènes et nécessitent effectivement une prise en charge. Il y a des conséquences matérielles et financières, suite à un événement quel qu'il soit, mais surtout suite à une circonstance d'abus sexuel, il se peut qu'on ne soit plus apte à travailler, que ça nécessite aussi des consultations médicales, qu'on n'ait pas nécessairement les revenus en fonction justement des consultations médicales, donc des soucis d'argent, des soucis matériels. Donc ce sont toutes ces conséquences aussi auxquelles il faut faire face et dans lesquelles on essaye d'aider en faisant différentes démarches plutôt de type administratif. Il y a les conséquences relationnelles et sociales, c'est quand on était victime d'un fait et encore plus un fait de mœurs. Déjà, bien souvent, on n'ose pas en parler, c'est un tabou. Mais le comportement de la victime a tendance à changer. Et il est vrai que les proches qui ne sont pas nécessairement informés, ou la sphère de travail, ou la sphère sociale dans laquelle évolue la personne, ne sachant pas ce qui s'est passé, peut en fait avoir des réactions, mais des réactions qui sont contraires, je dirais, par rapport à la victime. Mais donc ça entraîne une incompréhension, ça entraîne souvent pour la victime un isolement, ça entraîne ses difficultés relationnelles et sociales. Mais pas la moindre, la dernière, en fait, c'est ce qu'on appelle en fait les conséquences liées au préjudice consécutif au passage dans le système pénal. Il faut savoir que, comme on l'a dit tout à l'heure, surtout le docteur Bautier, la procédure pénale est axée sur les faits et sur les preuves. C'est très compliqué, surtout dans les matières d'abus sexuels. Donc, il se peut que la victime ne se sente absolument pas prise en considération par cette procédure, parce que cette procédure ne prend pas en compte les aspects ou ne
ne prenez pas en compte, tente maintenant de les prendre en compte, les aspects plus psychologiques et les aspects plus, on va dire, individuels. Mais notre procédure, parce que c'est une procédure pénale, est toujours axée sur la recherche de la preuve, qu'elle soit une preuve immédiate ou qu'elle soit une preuve différée par des témoignages, par des recoupements. Ça, c'est tout le travail d'enquête. Donc, souvent, on doit expliquer aux personnes, parfois, pourquoi il y a un classement sans suite. Un classement sans suite ne signifie pas qu'il ne s'est rien passé, ne signifie pas que la personne est une menteuse, mais signifie parfois simplement que la justice n'a pas les éléments nécessaires que pour poursuivre ce dossier. Donc ce sont toujours des situations, surtout les situations d'abus sexuels, où cette recherche de la preuve, où cette recherche de la matérialité des faits est extrêmement compliquée, et bien souvent on est amené à expliquer aux victimes ce qui se passe et pourquoi on en arrive à une telle décision. Donc ça fait partie de nos missions. Ça constitue en fait tout ce qu'on appelle la victimisation secondaire, ce contre laquelle on essaye, nous, de travailler avec les personnes aussi pour que les victimes n'aient pas uniquement, même si c'est important, un statut de victime, donc un statut on pourrait considérer comme plutôt passif, mais reprennent aussi les choses en main et reprennent une certaine... on va dire, reprennent le chemin de leur vie et réapprennent en fait à vivre avec ce qui s'est passé et à assimiler ce type de faits, mais redeviennent actives. Donc que pouvons-nous faire ici? Je vais m'axer essentiellement donc sur les victimes d'abus sexuels, mais comme je vous ai dit, on a tout type. Un service de police, c'est un peu comme un service d'urgence. Ça traite évidemment tous les types de problématiques. On va des agressions aux personnes âgées, des agressions violentes, des hold-up, jusqu'aux homicides, jusqu'aux abus sexuels, jusqu'aux accidents de la route. Donc c'est vraiment, je dirais, le tout venant et toute situation critique et toute situation difficile à vivre pour les victimes ou pour leurs proches. Donc concrètement, que pouvons-nous faire? 3 étapes, avant la plainte, au moment du dépôt de plainte ou après le dépôt de plainte. Mais avant la plainte, pour tous les services que je viens de vous mentionner, les personnes, en fait, moi ça m'était déjà arrivé dans le passé, que des personnes viennent me trouver en fait par rapport à la situation qu'elles avaient vécue parce qu'elles cherchaient une écoute, elles cherchaient un soutien, elles cherchaient une information par rapport justement au niveau des procédures, elles cherchaient une orientation. Il faut savoir, comme je vous l'ai dit, que nous sommes assistants sociaux ou psychologues, à l'exception d'un collègue qui est assistant de police. Donc nous sommes également soumis au secret professionnel, comme l'a dit tout à l'heure le docteur Delattre. Donc c'est toujours l'article 458 bis du Code pénal qui prime à notre niveau. Évidemment, pour notre collègue assistant de police qui combine, je dirais, les 2 casquettes, c'est un peu plus compliqué puisque lui, il a également l'article 29 du Code d'instruction criminelle qui dit notamment que tout fonctionnaire, surtout fonctionnaire de police, doit divulguer tout fait délictueux dont il a eu connaissance. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis attention assistant de police, mais c'est beaucoup plus rare. On peut, si la personne l'envisage, par exemple prendre le rendez-vous pour la plainte, puisque là on n'est plus dans l'urgence. Quand les personnes viennent nous trouver, c'est que souvent la situation s'est passée quelque temps auparavant. Donc là, ce qu'on faisait, et ce qu'on fait toujours, c'est essayer de prendre rendez-vous pour que la plainte puisse se dérouler au meilleur moment possible, peut-être même de trouver les collègues les plus ad hoc par rapport à ce type de situation. Donc que ce soit prévu et pas que la personne débarque comme ça à l'accueil, puisque l'accueil parfois traite un peu toutes les situations. Quelqu'un qui vient rechercher un papier, quelqu'un ça se passe derrière un guichet. Donc au niveau de l'intimité, au niveau, je dirais, du confort et au niveau simplement de la prise en charge, c'est beaucoup plus compliqué. Alors la plainte en elle-même, pour les victimes mineures, il faut savoir qu'il y a eu différentes dispositions légales. Je vais résumer les plus importantes, il y en a d'autres. Mais donc on parle des auditions vidéofilmées, donc ça c'est une circulaire du 16 juillet 2001. Ces auditions vidéofilmées sont menées par des policiers spécifiquement et spécialement formés et brevetés pour entendre justement des enfants. C'est ce qu'on appelle en fait chez nous le réseau TAM. Donc, pour éviter, comme auparavant, je dirais justement que un enfant soit confronté à un policier, mais policier qui n'avait absolument pas l'habitude, ni la manière, ni les outils nécessaires que pour entendre un enfant sur ce type de fait, sur ce type de révélation.
Moi, quand je suis entrée en fonction, donc il y a 20 ans, c'est vrai que j'avais des gendarmes qui étaient aguerris à beaucoup de matières, mais dès qu'ils se retrouvaient face à un enfant, c'était extrêmement compliqué. C'est aussi extrêmement compliqué pour l'enfant parce qu'un enfant n'a pas l'habitude qu'on lui pose des questions et surtout qu'on attende ses réponses, puisque pour un enfant, un adulte connaît, un adulte sait, et parfois un enfant ne voit pas pourquoi on lui demande, on lui pose certaines questions. Donc c'était des matières au départ qui étaient des matières compliquées pour lesquelles les collègues faisaient appel. Je dirais dans la plupart des cas. On a vécu évidemment l'affaire Dutroux, notamment avec le docteur Bautier senior, où là évidemment sont arrivées toute une série de révélations au niveau des familles, de signalements. On a eu des faux vrais, des vrais faux. C'était une période d'hystérie. Même des gens, parce que il y a les plaintes qui sont sciemment déposées à l'encontre du parent, par exemple en ce cas de séparation, mais où on dépose plainte sciemment, je dirais, pour faire avancer le dossier dans l'un ou l'autre sens concernant la garde des enfants. Mais il y a également des situations beaucoup plus, je dirais, entre deux eaux, c'est-à-dire où par rapport, je dirais, à tout l'environnement de cette époque où on parlait tout le temps de maltraitance, d'abus sexuels sur les enfants, des personnes plus sensibles ou des personnes plus fragiles avalaient ce type d'informations, et dès que l'enfant avait un comportement qui pouvait un peu se rapprocher à tous ces types de diagnostics que l'on donnait à l'époque, le parent imaginait le pire, imaginait tout de suite qu'il y avait eu un abus sexuel, ne trouvait plus normal que son conjoint donne le bain. Toute une série comme ça de situations assez hystériques à l'époque. Ça s'est un tout petit peu calmé, mais pas complètement non plus. Il faut savoir que lors de la plainte en elle-même, l'article 91 bis du Code d'instruction criminelle prévoit que le mineur peut se faire accompagner par la personne majeure de son choix. C'est à l'époque par le biais en fait de cet article que j'étais présente avec l'enfant au niveau des premières auditions qui n'étaient pas encore vidéofilmées chez nous dans les années 95, 96, 97, 98. Donc il y avait déjà le dispositif au sein de la police judiciaire de Charleroi, c'était une expérience pilote. Donc c'était une possibilité pour accompagner l'enfant. Il y a également le délai de prescription qui, pour toutes les situations donc de viol, d'abus sexuels, en fait prend cours à la majorité de la victime. Donc le délai des 10 ans de prescription ne court pas au moment de l'âge, ne commence pas à l'âge qu'avait la victime au moment des faits, mais bien à l'âge de sa majorité. Comme la majorité est actuellement à 18 ans, donc la prescription prend cours à la majorité à 18 ans, comme c'est 10 ans, ça fait 28 ans. Donc, un mineur victime a la possibilité de poursuivre en justice son agresseur jusqu'à ce qu'il ait atteint, la victime ait atteint l'âge de 28 ans. Donc, ce sont toutes des dispositions spécifiques. Pour les victimes majeures, il n'en allait pas de même, parce que, comme je vous l'ai dit, nous fonctionnons dans des procédures judiciaires. Il faut savoir que les avocats des auteurs ou des auteurs potentiels peuvent arguer d'un vice de procédure ou d'un vice de forme. Et le fait d'être présente à une audition, moi en tant qu'assistante sociale, pouvait entacher cette procédure de ce vice. Donc, sauf avis contraire du magistrat, parce que nous, en tant que service de police, on a toujours à demander l'accord, l'aval, et même si le magistrat le souhaite, il en prend la responsabilité. Ça, c'est son rôle. Donc, la possibilité éventuelle d'être là à l'audition de personnes majeures. Par contre, ce qui est possible, c'est un accueil tant juste avant que juste après l'audition. Alors après la plainte, pour nous, service d'assistance policière aux victimes, c'est l'accompagnement, c'est l'aide d'urgence. Ça peut être de trouver un hébergement d'urgence par rapport à une dame qui a été victime d'un fait de mœurs, mais de la part de son conjoint. Ça peut être également de voir avec, mais ça souvent c'est une procédure qui est déjà initiée aussi par les policiers, tout ce qui est défense, mesures protectionnelles par rapport à un mineur. Donc c'est aussi différentes démarches à effectuer avec la personne. Il en va au niveau du service d'accueil des victimes du parquet, là commence vraiment, on va dire, son travail à part entière. C'est l'information, c'est l'accompagnement, tout au niveau de la procédure judiciaire, c'est la déclaration de personnes lésées, c'est la constitution de partie civile, c'est l'information, c'est l'accompagnement aux audiences quand le procès a lieu. Donc c'est tout un suivi, un accompagnement pour expliquer justement la manière dont fonctionne cette procédure, parce que franchement, tant qu'on n'y est pas confronté, tant qu'on n'a pas été victime, sauf si on a suivi des études de droit, on la connaît absolument pas. Et donc cette procédure est basée sur les éléments objectifs et ne prend que
partiellement et très partiellement en compte l'aspect humain des choses. Jusqu'à il y a peu, la victime n'était autre que le témoin privilégié des faits. Donc, ça veut tout dire aussi. Mais il y a beaucoup d'aménagements, il y a des juges d'instruction qui accueillent aussi les victimes ou les proches de victimes. Il y a une humanisation de la procédure, mais on ne peut pas non plus la changer au risque de se retrouver face à un vice de procédure. Mais on humanise en fait les procédures. Donc pour le centre d'aide aux victimes, c'est également pareil. Le service d'aide aux victimes, lui, a une action, je dirais, plus sur le long terme et plus sur le suivi, le soutien psychologique, soit de manière individuelle, soit par rapport au groupe de parole. Il y a également des requêtes, introduire les requêtes, ça on le fait aussi. Il y a un fonds d'indemnisation pour les victimes d'actes intentionnels de violence qui fonctionne selon toute une série de critères qui serait un peu long ici à expliquer, mais on est apte aussi à rentrer ces requêtes pour tenter que certaines victimes qui ne pourraient pas être dédommagées d'une autre manière puissent obtenir un dédommagement de leur, finalement, de leur préjudice. Voilà, mais j'ai terminé, j'espère que je n'ai pas été trop rapide.